Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'arrêtais pas de dire que tout était histoire de bon design, mais que j'avais jamais défini ce qu'était un bon design. Il y a un Allemand qui a fait une définition du bon design en 10 points, que je trouve assez géniale. J'aimerais bien vous la faire en allemand, c'est encore plus impressionnant. Mais good design is ästhetisch, mais je parle très très mal l'allemand. Et elle est plutôt pas mal, vous pouvez la noter. Parce que c'est une sorte, en fait, lui dit que c'est la checklist. Alors c'est le designer mythique qui a inspiré Johnny Ive d'Apple et qui a été pendant des années le designer de Bosch. Et Bosch est une boîte européenne qui a été universellement célébrée pour son design. Et alors il dit, c'est très simple, pour savoir ce qu'est un bon design, il suffit de valider une checklist en 10 points. Voilà les 10 points. Good design is innovative. Non, le bon design est innovant. La première règle, c'est que vous avez forcément besoin d'avoir une innovation dans l'expérience. Pour une raison toute bête, que ce soit utile ou pas utile, l'innovation est quelque chose qui se retient. Ça, c'est un des aspects qu'on oublie le plus. C'est que fondamentalement, qui dit innovation, dit impact mémoriel sur les gens. Et qui dit nouveauté, dit forcément attrait. C'est triste, mais c'est une grande règle de l'humanité. Tout finit toujours par être dépassé, tout finit toujours par être du déjà vu. Et quelque part, vous avez besoin, si vous voulez avoir un design impressionnant, de faire de l'avant-garde. Et c'est pour ça que même quand les designs fonctionnent, les designs changent. Regardez par exemple le niveau de plainte fondamentale que les gens ont envers Apple quand l'iPhone 5S ressemble exactement à l'iPhone 5. Ils ont beau avoir comme argument que le design est plutôt abouti, qu'ils ne voient pas ce qu'ils pourraient faire de bien mieux. Les gens sont énervés contre la société de ne même pas essayer en fait. Donc la première fondation du design, c'est l'innovation. Mais cette innovation a une limite, et c'est la deuxième caractéristique, c'est que le bon design rend les produits utilisables. Il ne faut pas confondre design et beauté, il ne faut pas confondre design et esthétique. Le design, c'est avant tout, c'est comment ça fonctionne, plutôt que à quoi ça ressemble. Ça, c'est vraiment un point fondamental. C'est qu'un bon design, c'est quelque chose qui est utile. En même temps, quand on dit le design, c'est fondamentalement la façon dont ça fonctionne et pas à quoi ça ressemble, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier à quoi ça ressemble. Ce à quoi ça ressemble, l'esthétique d'un produit, c'est ce qui en fait sa caractéristique fondamentale. Un bon design, ça rend un produit compréhensible. Ça a l'air con, mais par exemple, pendant très longtemps, la brosse à dents n'était pas une brosse à dents. Et le design de la brosse à dents est assez intuitif, en fait. On voit que c'est une brosse. Une fois qu'on vous a expliqué que ça se mettait dans la bouche, les gens savent à peu près comment l'utiliser. Et les bons designs créent une sorte d'instinct. Et par exemple, encore une fois, je pense que la société... D'ailleurs, il y a un reportage que vous pouvez regarder après Jiro Dream of Sushi, pour rester dans le même genre de film. Vous pouvez regarder Objectify. D'ailleurs, la définition du design est reprise dans Objectify. En allemand en plus, alors c'est un truc, je vous jure, ça marque. Dans Objectify, il parle en fait du cas Apple. Et le type raconte que Apple ne fait pas des tests utilisateurs, sauf avec les enfants dans la garderie d'Apple. Et en fait, leur test utilisateur, c'est qu'ils filent un objet à un gosse et ils regardent si le gosse, naturellement, comprend comment l'objet fonctionne sans aucune instruction. Et c'est pour ça que Apple est l'un des rares produits sans aucun manuel d'utilisation. Il n'y a pas de manuel d'utilisation Apple pour une raison simple, c'est qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de manuel d'utilisation pour exprimer aux gens comment ça fonctionne. Donc, un bon design, c'est quelque chose qui rend un produit self-explanatory, comme disent les Américains. Les bons designs ne sont pas intrusifs. Que ce soit pour les objets ou que ce soit pour les logiciels, ils doivent se fondre dans l'environnement. Par exemple, si vous faites des apps mobiles, retenez-le. Les apps mobiles qui adoptent des codes design révolutionnaires fonctionnent beaucoup moins bien que ceux qui adoptent les codes en vogue dans l'app.
pour une raison assez simple, c'est que les gens ont besoin de se sentir en milieu familier et de ne pas se sentir envahis. Je pense que fondamentalement, une innovation en design, c'est une innovation d'usage. Et l'usage, c'est pas l'esthétique, et l'esthétique, c'est pas le fait que ça soit intrusif. Qui connaît les enceintes Jawbone là? Vous voyez tout ce que c'est les enceintes Jawbone? Vous savez, c'est les enceintes Wi-Fi qui se connectent à n'importe quel device automatiquement. Elles ont une caractéristique toute simple, c'est qu'elles rentrent dans n'importe quelle déco d'appart. C'est con à dire, mais elles sont tellement sobres que tu peux les mettre dans un appart rococo ou dans un appart hyper moderne ou je sais pas quoi, elles passeront toujours inaperçues. Et finalement, le bon design, c'est aussi passer inaperçu. Souvent, les gens imaginent qu'un bon design, c'est faire quelque chose de complètement loufoque, ça dépend des produits. Mais pour des produits technologiques et des produits de la vie courante, moins ils sont intrusifs, mieux c'est. Alors, celui-là, c'est celui que j'ai le moins compris. Il dit « Good design is honest ». Les bons designs sont honnêtes. Et alors, il explique qu'il n'y a rien de pire que les designs qui prétendent faire des choses qui sont impossibles. Et notamment dans la pub. Et alors là, il y a une relation entre le design et l'histoire que vous racontez. N'oubliez pas en fait que quoi que vous fassiez, vous essaierez toujours en fait de bâtir une cohérence entre l'ensemble des parties de votre boîte. Petit point de détail, pendant très longtemps, on imaginait que le travail en entreprise, c'est ce qu'on appelait la division sociale du travail. C'est-à-dire que vous aviez une personne qui était responsable d'une tâche et qui confie, une fois qu'il l'a fait, à une autre personne qui est responsable d'une autre tâche. Et donc ça donne quoi? Ça donne des ingénieurs qui mettent au point, des designers qui designent, et ils donnent ça à des marketeurs qui marketent. Et puis c'est le téléphone arabe. C'est-à-dire que ça commence avec un lanceur de fusée et ça finit avec une capsule pour aller sur Mars. Sauf que ça, c'est ce qui s'est passé au niveau du discours. Par contre, au niveau des fonctionnalités, vous avez fini avec une montgolfière. Parce que bon, c'était pas possible. Et en fait, ça, il n'y a rien de plus terrible. Il n'y a rien de plus terrible que l'écart entre ce que les gens racontent sur leurs produits et ce que les gens ressentent de leurs produits. Et c'est d'autant plus vrai maintenant que ça l'était il y a 15 ans. Parce qu'il y a 15 ans, vous pouviez vous faire arnaquer par un produit. Vous aviez très très peu d'impact. Et très très peu de gens pouvaient le savoir autour de vous. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens le disent sur Twitter, le disent sur Facebook, etc. Donc faites très très attention à rester très honnête. L'un des critères, l'une des checklists, c'est de se demander, il dit le bon design est long lasting. Il perdure pour toujours. Et alors ça, c'est assez vrai quand vous voyez un certain nombre de produits. Par exemple, Bose, les enceintes Bose, sont à peu près les mêmes depuis 10 ans. Et ils ont une sorte d'intemporalité assez incroyable. Sur le marché de l'occasion, les produits Apple perdent très peu de valeur. Il y a encore des gens qui vendent des ordinateurs 3 ou 4 générations en retard, ce qui est complètement invraisemblable dans le monde de l'informatique. Et ça s'échange. Si vous allez sur le Bon Coin, essayez de vendre un PC sur le Bon Coin. Vous allez voir combien les gens vont vous en offrir. Essayez de vendre un Mac sur le Bon Coin, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile, quelle que soit en fait sa génération et son temps. Un bon design vérifie le moindre détail. Et alors ça, c'est une histoire très célèbre. Jobs raconte que son père était autant fasciné par la cuvette des toilettes que derrière la cuvette des toilettes. Et que ça le fascinait autant de voir que les toilettes étaient correctement designées que l'intérieur de cette cuvette et que le moindre détail était bien rendu. Et alors, si vous ouvrez un ordinateur Apple, vous verrez qu'ils sont autant designés à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et que les gens qui s'occupent du design intérieur sont les mêmes que les gens qui s'occupent du design extérieur. C'est unique au monde. Normalement, les gens qui font l'électronique se battent avec les gens qui font le design et ils ne se supportent pas. C'est un grand classique. Par exemple, une des histoires les plus célèbres, c'est le design du Walkman, qui est quand même un objet, le Walkman, mythique parmi les objets les plus mythiques. Le fait de pouvoir écouter de la musique dehors en marchant, c'est quand même un des grands progrès de l'histoire de l'humanité. Et le Walkman, il a cette caractéristique assez marrante,
c'est que l'équipe de Sony qui l'a mis au point s'est affranchie de l'équipe ingénierie. Pourquoi? Parce que les ingénieurs disaient mettre une cassette et que ça tourne alors les mecs s'inventaient des problèmes terribles du genre ouais mais le mec il va courir avec et puis ça va faire tellement de vibrations que la cassette va sauter. Et en fait effectivement dans un Walkman, je sais pas si vous vous en souvenez mais les cassettes ça sautait très souvent. Fallait les enlever, j'ai l'impression d'être un dinosaure devant certains mais mais vous voyez de quoi je parle. Tout ça en fait n'était pas grave parce que la seule chose qui comptait c'était que ce soit designé dans le moindre détail. Et en fait, c'est parce que c'est les équipes qui ont mis au point le produit, qui se sont occupées de ces détails, que ces détails ont fini par ne plus être un problème. Et avoir le sens du détail, c'est l'une des meilleures façons de réaliser des bons designs. Alors, celui-là, plus étonnant, mais parce que je me demande qui le respecte, celui-là. Mais il dit un bon design est écologique. Il doit être constitué de pièces qui ne se jettent pas beaucoup. Alors là, je vous avoue, il s'est plutôt passé l'inverse sur les 20 dernières années. On a un taux de déchets qui est délirant, mais peut-être que les produits Bose, les produits Bosch étaient écologiques. Le dernier point de la checklist, c'est que good design is as little design as possible. Sous-entendu, plus vous rajoutez de fonctionnalités dans un produit, et plus le produit est mauvais. Et ça, c'est une école qui est très, très, très dure. Et alors, surtout à votre phase. À votre phase, vous passez plus de temps à réfléchir quoi ajouter plutôt que quoi enlever. Et pourtant, la seule chose à faire, c'est d'enlever. Et d'enlever, et d'enlever, et d'enlever, et d'enlever, et d'enlever. Et c'est très, très, très dur. Parce qu'on imagine toujours que quelque chose ne fonctionne pas parce qu'il manque quelque chose. Et d'ailleurs, regardez autour de vous les raisonnements que les gens ont. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un venir vous voir, tiens, dis-moi ce que tu penses qu'il faudrait enlever dans mon produit. Les gens viennent toujours vous voir en disant, attends, qu'est-ce que tu penses qu'il manque? Et si vous regardez tous les grands produits et tous les beaux produits, ils sont toujours l'histoire de choses supprimées. Je vais vous prendre un exemple tout con, parce que c'est quand même un exemple révolutionnaire de l'histoire informatique. Vous voyez, sur ce clavier, il n'y a pas de trackpad numérique. Vous savez, avant, les touches de chiffres étaient des touches séparées des touches de lettres. Puis il y a encore les claviers de bureau qui sont comme ça, donc vous avez ce fameux numpad là sur la droite. Les mecs qui ont créé les premiers ordinateurs portables, même Apple d'ailleurs, bah, ils vous ont mis le numpad sur le clavier. Et donc ça faisait forcément des ordinateurs plus grands et il y avait un problème d'espace. Le fait d'avoir supprimé ce numpad, c'est l'un des plus grands pas dans le design. Pourtant, tout le monde se disait, mais j'ai besoin de taper des chiffres. Oui, mais en fait, les gens tapent pas tant de chiffres que ça. Si vous voulez faire de l'Excel, de toute façon, ce n'est pas un ordinateur portable que vous utilisez. Et puis quand bien même, les gens finiront par s'habituer au raccourci clavier. Ce genre d'étapes-là sont très, très, très dures intellectuellement. Supprimer des choses pour libérer votre produit, c'est quelque chose d'assez dur. Et ça se retrouve dans tout. Par exemple, les grands copywriters, on a reçu là, à la maison un type qui passe son temps à écrire des textes pour des grandes marques. Et alors je lui dis, c'est quoi la technique numéro 1 pour écrire un grand texte? Il dit, tu prends n'importe quel texte et tu supprimes un mot sur deux. Et tu te forces à supprimer le nombre de mots par deux. Et puis une fois que tu as un texte cohérent avec la moitié moins de mots, tu recommences l'exercice à nouveau, tu supprimes à nouveau la moitié moins de mots, jusqu'à ce que ça devienne impossible. Et il me dit, c'est hyper dur. C'est hyper dur d'être hyper impactant et d'avoir moins de mots. Et en fait, il est là le travail de design. Le travail de design, c'est d'enlever tout ce qui n'est pas superflu. C'est la règle des 80-20. C'est faire les 20% de choses qui ont plus de 80% d'impact. J'ai vu un truc sur Kickstarter. C'est une brosse à dents en fait, c'est une sorte de grosse boule de poils. Imaginez une brosse à dents, mais à 360 degrés. Et il y a juste un petit loquet comme ça. Vous la mettez dans la bouche, comme ça. Vous fermez la bouche. Vous tirez. Et ça vous lave les dents de façon parfaite en une fois. En une action. Non, non, non. Ça ne fait absolument pas mal. C'est pas intrusif. C'est un nouveau type de poil, apparemment. Ça a été mis au point pour les astronautes. C'est la façon dont les astronautes se lavent les dents sans eau et sans... Parce que se laver les dents dans l'espace, c'est un problème relativement compliqué, en fait. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est marrant que personne n'a réfléchi à ce problème de la brosse à dents depuis que le type a inventé cette brosse à dents complètement inefficace et truc. Et même les mecs qui ont innové se sont dit, ouais, on va prendre le truc le plus inefficace du monde, parce que tous les dentistes s'arrachent les cheveux avec ça. Parce que c'est quand même dingue à chaque fois qu'un dentiste vous dit, oui, montre-moi comment tu te brosses les dents. Non, tu te brosses pas bien les dents. Il y a un moment, tu dis, ouais, ok, mec, enfin,
Si je dois être à 45 degrés en penchant à 37 degrés à l'envers, enfin, c'est que le design est raté. Et c'est typique du genre de problème que personne ne s'est posé parce que, je sais pas, alors que c'est un marché énorme. Il y a combien de gens qui ont une brosse à dents sur Terre, quoi? S'il y avait autant de gens qui faisaient des brosses à dents que de réseaux sociaux, et alors un autre design que j'ai vu cette semaine, pareil, je me suis dit, mais c'est vrai, ça, pourquoi personne n'innove là-dedans? C'est les préservatifs. Il y a un type qui vient de lancer un nouveau type de préservatif par autocollant. Alors, j'ai pas très bien compris, je vous avoue. Allez voir, ça s'appelle Sticker Condom. Et pareil, vous avez 3 grandes marques qui fabriquent la même chose depuis 30 ans. Alors qu'en fait, je pense que la réflexion design peut s'appliquer vraiment à tout. Et si vous cherchez des idées de start-up, partir d'un point de vue design, même si vous n'êtes pas designer, et surtout si vous n'êtes pas designer, ça peut être une très 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 bonne façon de faire. Et il y a même un élément factuel qui le prouve, c'est la société IDEO. Puisque IDEO, en fait, c'est une société incroyable parce que c'est l'une des design firms les plus IDEO, l'une des design firms les plus connues du monde. Mais elle a une caractéristique, c'est que 3 designers sur 4 à IDEO ne sont pas designers. Et c'est pour ça que c'est une design firm tellement extraordinaire que en fait, vous pouvez y rentrer même sans avoir de diplôme design. Et vous pouvez y faire ce que vous voulez. La seule chose qui compte, en fait, c'est que vous ayez une aptitude au problem solving. Et le fait de vous entraîner à faire des designs, c'est la meilleure façon de développer des aptitudes au problem solving. J'ai un vrai problème avec le consumer development et le lean startup en général. J'ai un problème assez philosophique. Alors, pour la petite histoire, je connais très bien Steve Blank. On est co-actionnaires ensemble de plusieurs boîtes. J'ai été dans son ranch, tout ça. J'ai rencontré une fois dans ma vie Eric Rai, c'est un mec super sympa. Et en fait, c'est des gens qui sont complètement victimes de leur succès parce que leurs bouquins, ils ont tellement voulu donner une méthode clé en main aux gens qu'il y a un écosystème pas possible de tocards qui l'ont pris et qu'on dit je fais du lean et je fais du truc. Ce qui fait que après, tu es obligé de rompre avec ce mouvement alors que tu n'as rien contre les mecs et que tu trouves que leur bouquin est génial. Mais juste parce que expliquer à des gens qu'ils n'ont rien compris au bouquin, c'est beaucoup plus compliqué que leur expliquer que tu es contre. Et je vais t'expliquer pourquoi en fait je suis contre. C'est que tout le monde a pris ces bouquins-là comme des checklists d'étapes à passer les unes après les autres. Et tout le monde a pris ça par la caricature. Les types te disent, la meilleure chose que tu puisses faire dans ta vie, c'est aller parler à tes clients. Alors qu'est-ce que les gens font? Ils vont parler à 20 personnes dans la rue, au hasard. En plus, c'est un peu awkward, parce qu'ils ne segmentent pas vraiment, machin. Et puis, ils récupèrent le feedback des gens. Ils mettent ça sur une feuille, ils mettent ça sur un tableau. Ils utilisent des post-it, parce que quand même, les post-it, ça fait super sérieux. Ils mettent les post-it et ils disent « Étape découverte client faite ». Alors, étape 2. Maintenant que vous avez récolté le feedback, développez la première version de votre MVP. Puis là, ils font leur MVP. Puis dans MVP, comme il y avait M plutôt que V, tu vois, minimum plutôt que viable, ils font une sous-merde dont personne ne veut. Et puis ils disent, voilà, maintenant j'ai mon MVP. Alors maintenant que votre MVP est bon, il faut faire votre levée de fonds. Et puis là, ils viennent te voir et disent, bon, alors maintenant qu'on a le Custer Market Fit et qu'on a la MVP, on pensait pouvoir augmenter notre vitesse d'itération en allant lever des fonds. Et là, tu te dis, putain, alors 4 buzzwords au mètre carré, et en fait, juste, tu n'as rien compris à ce qui s'est passé. Ce que ces types-là te disent, c'est que la meilleure façon de mettre au point une boîte, c'est de connaître tellement intimement tes clients que tu sauras exactement de quoi ils ont besoin et tu ne développeras jamais quelque chose à côté de la plaque. Mais en fait, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est tout ce que je vous ai dit depuis le début. Tout ce que je vous ai dit depuis le début, c'est pas facile. C'est d'aller vous dégoûter de votre truc, de vous mettre dans des situations d'inconfort, de vous lancer. Et en fait, cette méthode a mis les gens tellement confortables dans la méthode qu'ils sont protégés par la méthode plutôt que lancer leur boîte. Et toutes les excuses à tout ce qui ne va pas, ils les trouvent dans la méthode. Ah oui, mais en fait, je ne suis pas prêt, mais c'est normal parce que j'en suis au stade du MVP. Personne ne devrait se sentir bien quand son produit est nul. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le lancer quand même. Mais c'est cette tension entre le fait de faire des choses en avance et le fait de se sentir mal par rapport à ces choses qui fait qu'on avance plus vite. Parce que sinon, si tu lances des trucs qui ne sont pas prêts, mais que personnellement, tu le vis vachement bien de lancer des trucs qui ne sont pas prêts, bah, tu ne fais jamais rien. Parce que d'un seul coup, tu prends plus de plaisir à être entrepreneur qu'à réussir. Et quand on prend plus de plaisir à être entrepreneur qu'à réussir, on va nulle part en fait. Parce que c'est juste trop dur. C'est comme quand on fait du sport ou quand on fait je sais pas quoi ou quand on est à l'école et qu'on travaille dur.
Moi, j'ai jamais vu quelqu'un préparer des concours de grandes écoles et dire ah, putain, c'est le trip total. Vraiment. Non, il y a un moment dans la vie, on fait des choses qui sont dures, qui sont plus fortes que ce qu'on peut supporter, mais parce qu'on le fait suffisamment fort et suffisamment longtemps, on le fait. Et c'est pour ça que je ne parle pas de Lean Startup, mais qu'en fait, si tu regardes un peu tout ce que j'ai dit, je reprends plein de choses. Je suis d'accord avec, je suis d'accord avec 99,9% de ce qu'ils ont écrit. C'est juste que je ne peux plus utiliser les mots qu'ils utilisent, parce que si j'utilise les mots qu'ils utilisent, les gens vont penser que c'est la même chose, et ils vont aller écouter tous les mecs qui donnent des workshops Lean et des machins, et ils vont se dire, ah ouais, c'est génial en fait, et parce qu'ils sont beaucoup plus rassurants que moi de ce point de vue-là. Ils créent une sorte d'environnement de confort, et méfiez-vous de ça. Il n'y a pas de méthode pour apprendre à faire des boîtes. Il y a des méthodes pour se changer culturellement, il y a des méthodes pour avoir un peu plus confiance en soi, il y a des méthodes pour comprendre à peu près à quelles règles on joue, mais s'il existait une méthode pour réussir une boîte, je peux vous dire que le mec qui l'aurait mis au point, déjà, ne la communiquerait pas, déjà, pour commencer. C'est pas con. Et deuxièmement, ça marcherait. Parce que la définition même d'une méthode, c'est que ça marche à tous les coups. Il n'y a rien qui marche à tous les coups. J'ai l'une des meilleures équipes de The Family, mais vraiment, quand je dis l'une des meilleures équipes de The Family, les mecs n'ont fait aucune connerie formelle depuis le premier jour. Aucune. Ils ont constitué leur boîte correctement. Ils ont mis leur propriété intellectuelle correctement. Ils ont fait une marque parfaite. Ils ont développé un produit. Ils ont parlé aux gens. Ils se sont dégoûtés de leur propre marché jusqu'à le connaître hyper intimement. Ils connaissent tous les acteurs. Ils connaissent tout le positionnement. Ils sont hyper bons techniquement. Ils ont appris à programmer. Ils étaient mauvais en design. Ils ont appris le design. Et 1 an et demi après, leur boîte ne marche pas. Délirant. Et j'ai fait une office hour avec eux. J'aurais dit, les gars, arrêtez, faites autre chose. Et c'est complètement délirant. Et les mecs disaient, mais je comprends pas. On a tout fait bien. Et je dis, bah ouais, on a tout fait bien, mais bon, pas de bol. Et à côté de ça, tu vois des mecs qui font tout à l'envers. Mais quand je dis à l'envers, il y a rien. Après, tu as des gens comme moi dont le seul boulot est d'essayer de rattraper leur structuration parce que leurs boîtes vont tellement bien. C'est des choses tellement connes où vous vous dites, mais c'est pas possible que des gens font ça. Et en fait, si, mais leur boîte marche tellement bien que personne n'en a rien à faire. Et donc, si vous faites tout très bien et que ça ne fonctionne pas, de toute façon, les gens n'en ont rien à faire. Si vous faites tout très mal, mais que la seule chose que vous faites bien, c'est votre marché et votre produit, bah ça explosera. Donc c'est pour ça que je me méfie du Lean Startup. Parce que Lean Startup, ça te fait partir plus vers la méthode plutôt que l'objectif.